Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Archer Daniels Midland. C'est une société américaine qui est spécialisée dans la production de céréales et qui est bien suivie sur la chaîne de Sven Carlin, qui est un investisseur value très intéressant. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne qui s'appelle Investing with Sven. On regarde tout de suite le cours de cette action. On est sur un cours qui a été divisé presque par deux depuis les plus hauts de 2022. Là, on était sur le boom des matières premières, forte hausse de l'inflation en Europe. Hop, les matières premières ont suivi. Depuis, ça décroche. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. On est sur un chiffre d'affaires qui est très cyclique. Un taux médian de croissance médiane du chiffre d'affaires de 1,5%. En 2024, on a fait moins 9%. Alors, sur ce type de business, on dépend du prix de la matière première, donc le chiffre d'affaires, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui compte, c'est le volume produit. Donc, il faudrait retrouver l'information, voir est-ce que Archer Daniels Midland est toujours en croissance du point de vue des volumes, et puis après, le chiffre d'affaires, là, il faut normaliser, puisque de toute façon, on subit les variations des cours des matières premières. On voit que l'entreprise fait des acquisitions également pour augmenter ses parts de marché. On a fait à peu près 1 milliard d'acquisitions sur 2024. On va continuer avec les taux de marge. Donc les taux de marge, ça va aussi dépendre du taux de la variation des matières premières. Donc on va avoir du mal à maintenir les prix puisqu'on subit les prix. Donc c'est dur de maintenir sa marge dans ces conditions. Ce qu'on voit, c'est que ça a bien augmenté depuis 2016 jusqu'à 2023. Donc là, on a bien profité de la hausse des matières premières. Et maintenant, c'est en train de se normaliser vers une médiane à 6,68%. Donc pas d'inquiétude à ce stade. Ce qu'on peut noter, c'est que toutes les marges sont parallèles, donc on n'a pas de perte d'efficience opérationnelle ni de perte d'efficience financière ici. Donc ça, c'est plutôt bon. Maintenant, voilà, c'est pas un marché, c'est pas une activité qui est très qualitative, c'est cyclique, c'est difficile à gérer. Ce qu'on peut dire, c'est que le management s'est débrouillé pour pas faire de perte en 10 ans. Donc ça, c'est très bien dans un marché qui a d'aussi faibles marges. Donc ce qu'on voit ici, c'est que c'est compliqué. Pourtant, le management, ça sort plutôt bien. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow, des bénéfices nets beaucoup plus élevés que les free cash flow. Donc là, il y a un problème quelque part. Il faut aller analyser ça. Donc, voyons, est-ce que c'est quelque chose qui s'améliore sur la période récente? Oui. On voit que sur 10 ans, on n'a pas de free cash flow. Ça, c'est pas bien. Sur 3 ans, on a des free cash flow un peu plus faibles que les bénéfices nets. Sur 5 ans également. Donc, pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow, et si on veut savoir d'où ça vient, est-ce que ça vient d'une dégradation du BFR? Oui, pour 7 millions. Donc ça veut dire que l'entreprise n'a quand même pas de pouvoir de négociation de délai client et délai fournisseur. Donc elle n'est pas assez importante, n'a pas une masse assez critique pour imposer ça, donc ça c'est défavorable. Et est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont plus élevées que les dépréciations d'amortissement? Oui, pour 8 milliards, donc on continue d'investir dans l'appareil productif, c'est pas forcément mauvais, mais c'est bien si ça génère des cash flows opérationnels derrière, et par contre, voilà, ça a un coût, il faut le financer. Donc ça explique pourquoi les free cash flows sont plus bas que les bénéfices nets. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur un rendement des capitaux investis de 7 en médiane. À l'heure actuelle, on est sur du 4,5. On n'a jamais vu ce niveau. Alors, je dézoome, pardon. On a vu ce niveau en 2017. Donc, bon, c'est pas exceptionnel, comme rendement, comme rentabilité. Ça ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour s'autofinancer. Donc, potentiellement, on va avoir besoin de s'endetter pour financer la croissance. On a un peu de dette, on a beaucoup de dettes, même plus de 3 milliards de dettes. Et on est endetté à plus de 8 fois les free cash flow, donc attention sur cet endettement-là qui structurellement augmente. On voit qu'il y a il y a du désendettement cyclique, mais quand l'activité est un peu moins florissante, la dette repart en hausse. Donc ça surveiller, c'est un peu dangereux, à mon avis. On continue avec la rémunération des actionnaires. On est sur un dividende d'à peu près 1 milliard qui est payé. Ça nous donne à peu près 4% de rendement du dividende. Maintenant, ça bouffe une part significative des free cash flow, donc ce dividende n'est pas sécurisé, on n'a pas les moyens de le verser, ou en tout cas on ne pourra pas l'augmenter, et si les free cash flow baissent, on va devoir rapidement le baisser, ce dividende. On fait des rachats d'actions depuis très longtemps, donc depuis 10 ans, est-ce qu'on fait depuis plus longtemps? Depuis on va dire, depuis 2011. Donc structurellement, on rachète des actions sur cette boîte. Coiffi nous calcule un rendement actionnaire à 14%, ça j'en doute un petit peu. Bon, peut-être que les rachats d'actions font que ça, à ce niveau-là, je pense que c'est pas à ce niveau-là.
Toujours est-il que la rémunération d'actionnaire qu'on a ici, elle n'est pas soutenable sur le long terme si les free cash flow ne repartent pas à la hausse. On a eu des free cash flow beaucoup plus élevés par le passé, on a eu du 5 milliards sur les 12 derniers mois glissants de septembre. En décembre 2023, on était à 3 milliards, mais là ça a chuté totalement, donc c'est peut-être ponctuel, dans ce cas-là c'est pas un souci. Mais si on reste à ce niveau-là de free cash flow, les dividendes, il faudra faire une croix dessus, en tout cas pas à ce niveau-là. On continue avec la valorisation du groupe, on se met à valeur d'entreprise sur EBITDA vu qu'il y a de la dette, on se met sur 10 ans, on a une médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA de 9,5, actuellement on est sur le 8,2, donc il y a à peu près 10% de décote, un peu plus, 15% de décote. Conclusion du dossier, moi je trouve que c'est de la value, oui, mais c'est pas de la value quality. Nous, on aime bien quand même la value qui est un peu plus qualitative que ça. Là, on est quand même sur un dossier qui est très endetté, qui n'a pas forcément les moyens de verser un aussi fort dividende. Moi, je pense qu'il vaut mieux en être à l'écart. C'est un peu risqué, il y a trop de dettes pour moi. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.